Et bienvenue à tous dans cette 19e émission en direct sur notre page Facebook Amix Réflexion. 19e émission déjà, ça fait déjà 19 semaines que je me coltine mon partenaire que je vois en face de moi actuellement. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque on a décidé de faire un petit break, de pas avoir d'invité. Mais c'est vous l'invité justement puisqu'on vous donne, vous a donné le droit de nous poser des questions et on y répond en live ce soir sur Facebook. Et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas si vous avez des amis qui ne peuvent pas voir ce live. Sur Facebook justement, on le mettra sur YouTube dès demain matin. On n'arrive pas encore à faire du live sur les deux en même temps, mais ça, je pense que la personne en face de moi va pas tarder, va bouquiner, va lire des tutos et même les regarder sur YouTube. C'est Monsieur Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien ce soir. On a eu beaucoup de questions sur YouTube, un peu moins sur Facebook, un peu plus de timide sur Facebook, donc sur Ouais, oui, YouTube. nous écrivent en privé, on en a eu quand même, on en a eu en Oui, privé. oui, On va en pas, on va privé, pas c'est vrai préciser. qu'on en a eu en privé, mais sur YouTube, avalanche de questions, donc on a de quoi dire ce soir. On va parler, mais comme d'habitude, un petit peu de physique, un petit peu de technique, un petit peu de nous, des mix réflexions. Pour une fois, on n'en Ouais, parle pas souvent, hein, c'est vrai, Nico. ouais, tout à fait. Voilà, on va expliquer un petit peu comment ça s'est créé. On Ouais, va c'est cool. Ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à ça, notre petite aventure, on va dire. Voilà, c'est Et ça, je on va rappelle revenir sur d'ailleurs l'historique du que, coup, l'historique des mix réflexions, on va voir comment ça s'est créé, comment ça a évolué et où on en est aujourd'hui. ouais, tout à Et fait. tout ça en parlant de moto, bien sûr. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'historique et des gens qui veulent nous rencontrer, moi j'apprécie de voir sur les courses des gens qui viennent me dire bonjour, qui me demandent il est où Blaise? Bon, à chaque fois je dis que t'es un gros feignant et que t'es resté à la maison. C'est souvent la réponse qu'ils entendent, mais non, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser des questions et tout ça. Nous, ça nous fait plaisir. On a deux bras et deux jambes comme tout le monde, donc soyez pas timides. Ne nous écrivez pas qu'en privé sur Facebook, vous pouvez venir aussi nous voir en chair et en os. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment avec plaisir hein, de vous rencontrer sur les courses, de vous rencontrer à l'entraînement, même si vous avez besoin de conseils, ou voilà, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, ou si on peut vous faire progresser de n'importe quelle manière que ce soit, allez-y, n'hésitez surtout pas. On est disponible, alors on est plutôt disponible sur la région toulousaine parce qu'on est du sud et ça s'entend peut-être à nos accents, mais voilà, si un jour on vient dans le nord ou dans les pays froids comme Lille, etc., ben, n'hésitez Et pas, on d'ailleurs, j'en sera là. profite pour glisser encore un message. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, que ça a été monté. On sera aussi à Saint-Jean-d'Angély pour le championnat du monde pour accompagner Sign Up, la Sign Up Experience de Axel Alétru pour l'association. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il reste une semaine pour s'inscrire à la loterie et être éventuellement tiré au sort pour venir passer un week-end avec nous. Mais bon, ça, je pense que les gens s'en foutent un peu. C'est pas pour ça qu'ils vont participer. C'est plutôt pour avoir des passes VIP Gold, accéder à la terrasse Ustream, au pit lane boire du champagne à volonté tout le week-end et en plus de ça, avec le partenariat de Bud Racing, accéder sous la semi Bud Racing avec la rencontre des pilotes, des mécanos, visite de la semi, enfin voilà, c'est un pack de fou, hôtel payé, tout, enfin voilà, tout frais payé sauf le trajet évidemment, mais week-end de dingue, j'en reparle un petit peu de pub ne fait pas de mal d'ailleurs, Blaise. Ouais, ouais, un gros week-end. C'est vrai qu'un week-end comme ça, on peut pas se le payer normalement. On peut pas passer un week-end avec un team et vraiment être en inside. Donc, ben, si vous voulez vous l'offrir, on vous l'a dit la dernière fois, il y a une loterie. Pour l'instant, peu de participants. Donc, franchement, Ouais, profitez-en. j'étais étonné. Ouais. Peu de participants, ça veut dire que, en gros, très franchement, tu vas m'arrêter, Nico, si je me trompe, mais en ce moment, vous avez une chance sur 40 de repartir Ouais, avec ce tout à fait. lot qui coûte plus de 1000 euros. Donc une chance sur 40, c'est quand même beaucoup plus de chances qu'au loto, on va pas se le cacher. Donc voilà, C'est ça. nous on n'a pas le droit de jouer, mais très C'est franchement, si beaucoup plus j'avais... de chances que toi qui deviens, c'est beaucoup plus, Ah, ben pardon, elle a été coupée, mais c'est beaucoup plus de chances que toi tu participes au Touquet par exemple. Ah ouais, exactement, là c'est beaucoup plus de chances. Donc profitez-en. On enchaîne de suite avec les questions, Nico. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On vous a saoulé avec nos histoires et Alors maintenant par on contre, passe juste une chose, moi j'ai accès au live, mais j'ai pas accès aux questions du live. Donc toi tu vas être la régie ce soir, tu vas devoir lire les questions YouTube, les questions Facebook, tu vas être un petit peu le lecteur du soir. Ben, moi d'ailleurs, il y a Vincent, un petit coucou à Vincent, il est présent sur tous les lives et du coup il nous dit ben, viens un peu à l'eau de plage pour manger du sable. C'était un Oula, petit appel pour ça, Blaise. ouais, compliqué. Un jour peut-être. Franchement, je suis sûr que j'y prendrai goût, mais il va falloir que j'y roule longtemps pour y prendre goût. Il va falloir que j'y roule 2 semaines d'affilée pour à la fin me faire plaisir. Ouais, c'est ça. Toi, t'es vraiment un gars qui pourrait faire de la politique, il dit ça, mais il ne le fera jamais. Allez, on passe aux questions. Allez, Première vas-y. question sur YouTube que j'ai sous mes yeux. Donc, c'est Lucas Rio 17. Alors, merci pour vos pseudonymes. Je risque de bégayer un paquet de fois. Mais a une question intéressante, notamment sur le type d'entraînement physique à réaliser. Il en voudrait en savoir un petit peu plus sur les exercices à faire.
et à ne pas faire, notamment pour les avant-bras et le nombre de séries pour l'endurance. Alors toi, Blaise, tu avais fait quelques vidéos là-dessus. Quand on recherche un petit peu dans les archives à Mix Réflexion, on peut trouver ça. Justement, les avant-bras, on en a parlé dans les lives plusieurs fois, notamment avec Sébastien Tortelli. Qu'est-ce qu'il faut faire, ou ne pas faire plutôt? Ben, déjà, enfin, on en avait parlé, c'est vrai, tu as raison, avec Sébastien Tortelli, on était d'accord sur le sujet, sur le fait qu'il ne faut pas du tout se muscler les avant-bras, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le syndrome des loges, qui est présent en motocross, c'est le fait que le muscle sous l'enveloppe du bras soit trop gros pour cette enveloppe-là. Donc si on muscle notre bras, notre avant-bras, ben, du coup, ça va tétaniser parce que l'enveloppe est trop petite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome des loges. Alors, pas tout le monde est sujet à ce syndrome des loges, mais beaucoup de personnes en motocross tétanisent des bras. Donc le premier conseil, c'est de ne pas se muscler les avant-bras. Et après, si je reviens un peu sur l'entraînement physique type, ça dépend à quel moment de la saison on se trouve. Si on est plutôt en hiver, qu'il n'y a pas de course, ben, pour moi, on va faire de l'entraînement long. Toi, tu connais ça, Nico, des sorties Mm. longues, du VTT avec des sorties assez longues, des Mm. footings avec des sorties assez longues. On va travailler le fond. Et Ouais, du coup, le fond, enfin, peut-être pour ceux qui débutent, le fond, en fait, le principe, c'est de muscler son cœur. Donc, pourquoi des sorties longues et surtout à basse fréquence cardiaque? C'est pour faire grossir son cœur. C'est un muscle. Et plus il est gros, on va dire qu'un battement, ça va arroser tout le corps. Et moins il y a besoin de battements, plus le cœur est solide. Je ouais, sais pas si je me suis exactement. bien exprimé là-dessus, mais bon, voilà. En gros, il faut faire des sorties longues, que ce soit en moto ou en footing ou en vélo. Et ça, c'est ce qu'on fait en début d'hiver avant d'attaquer les fractionnés. Voilà, après, pendant la saison, ça sera plutôt du fractionné. Alors attention de bien le répartir parce que le fractionné, ça fatigue aussi quand même. Et fractionné, c'est quoi? Ben, c'est un intervalle training entre une période d'entraînement, on va dire, très intense et une période de repos. Donc ça peut être 30 secondes très intense, 30 secondes repos. Et on peut faire de l'intervalle training, on va dire, spécialisé sur le cœur avec footing, donc 30 secondes, ou alors de l'intervalle training avec cœur plus renforcement musculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on trouve en CrossFit, quoi. Souvent, voilà. c'est beau. Alors ça peut C'est être ça. CrossFit, mais attention au CrossFit. Moi, j'ai essayé 2 fois et le CrossFit muscle pas mal les avant-bras, donc c'est pas tellement adapté au motocross à ce niveau-là en tout cas. Au niveau cardio, Oui, au après, on niveau peut utiliser le CrossFit plus pour le cardio, les voilà. gainages aussi, c'est quand même pas mal. Pour les squats, je pense aussi. Moi, j'en ai pas trop fait du CrossFit, mais je sais que toi, Blaise, tu connais quand même pas mal. Ben, j'en ai fait un petit peu, mais justement, moi, ça m'a arrêté à ce niveau-là. Au niveau du fait on se musclait pas mal les avant-bras et j'avais l'impression de tétaniser un peu plus le week-end. Donc, je fais pas ce qu'on appelle du crossfit, je vais faire de l'intervalle training haute intensité et je me crée mes propres entraînements en enlevant tout ce qui me fait travailler énormément les avant-bras. Alors, bien sûr, quand je fais des tractions, ça fait travailler les avant-bras, mais c'est pas de la muscu pure, quoi. C'est du renforcement Hmm, musculaire. Donc tout à voilà. fait. Bon, on a Jimmy qui répond là-dessus, qui rebondit là-dessus. Il nous dit une crème pour chauffer les muscles aussi, ça fait du bien. C'est ce que je fais et ça marche plutôt pas mal. Oui, Est-ce que alors tu l'as là, déjà fait toi, ça, Blaise? oui, moi j'utilisais du Synthol dilué avec un peu d'eau, et je mettais ça pour chauffer mes avant-bras. Ça marchait pas mal. Donc je dois avouer que maintenant je le fais plus, mais à une période quand j'avais vraiment des gros problèmes, ou que je faisais des championnats un peu plus haut que maintenant, ben, j'utilisais ça, et c'était pas mal. C'était pas la solution miracle, mais c'était une bonne solution quand même. D'accord. Moi, je reste sur le live Facebook. Après, on repassera sur YouTube quand même pour ceux qui ont pris le temps de nous écrire dans la semaine. Et merci pour le boulot que vous faites, les gars. Pourquoi pas agrandir avec le quad en plus de la moto? Je laisse répondre Blaise là-dessus. Ça, jamais. Non, on va. Pour ça, jamais. Non, le quad. Non, pas du tout, pas du tout. Après, enfin, on peut pas tout faire. Même en moto, on aimerait en faire beaucoup plus. On aimerait vraiment développer la partie enduro. Et c'est compliqué. Pour l'instant, on n'est que deux. On a nos petits monteurs. On a Jérémy, on a Clément Segade, on a aussi Chris qui nous file un gros coup de main sur les montages vidéo et pour filmer. Mais aujourd'hui, on peut pas trop faire. On préfère faire ce qu'on fait et faire donner le maximum là-dessus plutôt que de s'étendre un peu trop. Voilà, en fait, on va se spécialiser vraiment sur le cross. Bon, ça, c'est déjà fait. Et sur l'enduro. La partie quad, on voulait faire une petite partie quad avec un défi. C'est en cours de. Comment on peut On va le appeler faire. ça? On avait trouvé quelques dates en commun avec notre pilote quad le plus overbooké du monde. Et donc, il s'échappe un petit peu, notre pilote quad. Donc, bon, dès qu'on aura un remplaçant ou voilà, ou qu'il pourra se libérer, on fera un petit défi quad. Et vous verrez que normalement, ce défi quad sera pas mal. On essaiera de le tourner d'une manière assez ludique. Ouais, tout à fait.
Ben, Jérémy d'ailleurs qui nous fait un petit coucou, il nous dit qu'il faut respirer, comme tu le dis si bien Blaise dans les vidéos, ça y fait pour les avant-bras. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans tous les cas, les avant-bras, pourquoi on a, si je reviens sur ça, sur les avant-bras, pourquoi on a mal et pourquoi on a plus mal aux avant-bras en course qu'à l'entraînement? Ben, c'est parce qu'on est deux fois plus tétanisé, on se crispe, donc on serre plus fort le guidon entre les mains et on roule un peu moins avec les jambes. Comme on en a parlé la semaine dernière avec Olivier Nittard, qui est lui un spécialiste du pilotage, puisqu'il a une école de pilotage, ben, il faut plus piloter avec ses jambes et beaucoup moins avec ses bras et notamment ses avant-bras. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, surtout quand on est pendant la course et qu'on pense voilà, juste à la course et pas au pilotage, quoi. Je Juste- rigole à lire les commentaires, je les lirai après, on va repasser sur YouTube, il y en a des sympathiques, tu verras. Moi, je Si les tu ai as accès pas. au live, ça vaut le coup. Je les ai pas, Du donc coup, tu peux y aller. Vas-y. on parlait un petit peu de l'enduro tout à l'heure. Alors, Enduroma qui nous demande, j'ai une 250 WRF Enduro, est-ce que mettre une ligne cross dessus, ça modifie le son, mais aussi les Alors, performances? toi qui es spécialiste enduro, mais, Nico, tu peux y aller, quoi. C'est sûr que tu allais me renvoyer la balle Ah oui, là-dessus. là. Et pas du tout. Alors, la WRF, je ne l'ai jamais essayé. Il paraît que c'est une très bonne moto d'enduro. Souvent, c'est des motos qu'ils utilisaient en cross-country aux États-Unis. Mettre une ligne sur une moto, oui, forcément, ça y fait, quelle que soit la moto. On avait la même question tout à l'heure sur les 125. Ça y fait. Maintenant, c'est pas une ligne qui fait du bruit, ne marchera pas forcément mieux qu'une ligne qui fait pas de bruit. Ça, c'est vraiment souvent dans la tête. Nous, on a pu s'en apercevoir, Blaise, à l'époque où on achetait des lignes FMF, qu'on enlevait la bride derrière. Ouais. Souvent, c'était plus une sensation. On avait l'impression que la moto marchait du feu de Dieu quand on enlevait la bride. Il n'y avait pas beaucoup de différence en fin de compte quand on regardait les chronos ou même en ressenti. Alors, c'est vrai, moi j'ai beaucoup moins essayé de moto d'enduro. En enduro, c'est vrai que vu que le bruit est un paramètre très important, peut-être que la moto est vraiment bridée avec ça. Mm. Donc peut-être que le fait de mettre une ligne en enduro va modifier un peu les performances. Si je parle du cross, de la partie que je connais beaucoup plus, très franchement, maintenant je suis partisan de laisser la moto d'origine parce que on s'aperçoit qu'elle fait peut-être moins de bruit, mais elle est plus efficace ou alors elle marche pas beaucoup mieux en faisant plus de bruit. Donc pour ma part, je laisse la moto complètement d'origine et on l'a vu aussi avec, si je reviens sur le live avec Tom Vial, il arrive à faire d'excellentes places en élite avec une 2,5 4 temps d'origine. Donc c'est vrai Mm. que en fait, au final, on s'aperçoit que maintenant les pilotes qui ont un bon niveau et les motos ayant évolué, on arrive à faire des bonnes performances avec des motos complètement stock. Pardon. Ouais, tout à fait. Petite question, tant qu'on est sur les motos. Sur Vas-y. le live, ce coup-ci de Vincent, qui nous demande notre avis sur la moto Alta. Et est-ce qu'elle sera bientôt dispo en Europe? Alors moi, ça, je n'ai aucune information là-dessus. C'est une moto qui vient de Californie, hein. Et la moto électrique, du coup, c'est... Blaise, ça te brancherait, toi, ou tu penses que notre sport serait plus du tout le même? Alors j'aimerais essayer, mais je pense aussi que notre sport serait pas du tout le même. On le voit avec les Formule 1, il y a la Formule E, je crois, en Formule électrique, mais ça enlève quand même du piment. Quand un spectateur vient voir une course de moto, une course de motocross, c'est pour des sauts, c'est pour du bruit, c'est pour voilà, toute l'ambiance qui règne autour de la moto. Et si on enlève déjà le bruit, peut-être qu'on enlèvera au final l'ambiance qu'il y a. Alors, je suis pour d'un côté parce que ça me permettrait de rouler dans le champ à côté de chez moi sans déranger les voisins. Mais c'est vrai qu'au niveau des courses, hein, ça risque d'être un peu plus fade à voir. Et Hmm. j'imagine un supercross dans une arène, par exemple à Las Vegas, sans un bruit des motos, mais ça, c'est pas pareil. Ouais, c'est C'est pas pas pareil. pareil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Ouais, non, moi pareil. C'est vrai que le bruit, quand même, ça fait partie de notre sport. Tu t'imagines les speakers qui gueulent et tout ça, ça serait quand même pas du tout pareil, quoi. Je pense qu'on entendrait même les pilotes quand ils mettent court, faire entendre des petits bruits des pilotes, quoi. Je sais pas, ça serait vraiment bizarre. Ça se rapprocherait plus du BMX pour moi. Voilà, exactement. Ça serait une course de BMX améliorée avec des plus gros sauts, mais ça serait pas du motocross. Alors c'est vrai que au niveau personnel, j'aimerais bien avoir une moto électrique pour pouvoir rouler dans les bois sans être embêté, enfin entre guillemets, parce qu'on Hmm. serait quand même embêté dans tous les cas au final. Rouler à côté de chez moi sans que les voisins hurlent parce que je fais trop de bruit. Mais bon, d'un autre côté, ça enlèverait du spectacle, c'est sûr. Tout à fait. Bon, pour en passer aux questions suivantes, on avait pas mal de questions sur les sauts, notamment sur YouTube. Donc Blaise, bon, toi, je sais que tu sais pas faire hein, parce que tu tournes le guidon en l'air, mais comment faire un whip? Alors un whip, là, très franchement, si j'arrive à t'expliquer ça en 30 secondes, ça va être un peu compliqué. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'un whip, c'est compliqué à faire. Tu le sais, toi, Nico.
T'as jamais réussi à en faire un, donc. Non, je plaisante. Tordre les fesses, ça compte pas? Non. Non, tourner le guidon et lâcher la main, non, ça compte pas, c'est pas un whip. Non, un whip, c'est quelque chose qui est compliqué à faire. En général, quand on veut le faire, ben, c'est des lapels, hein. Il faut qu'on arrive à incliner la moto, à se pencher des lapels, pour justement, en l'air, arriver à coucher sa moto et à la rétablir avant la réception. Donc, suivant les personnes, suivant les niveaux, on arrive à faire des whips beaucoup plus beaux que d'autres. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez un peu de mal dans les sauts ou si vous n'êtes pas très à l'aise, mais n'essayez pas de faire un whip d'entrée. Essayez d'être à l'aise dans les sauts, de freiner du frein arrière, essayez même de vous détendre en lâchant les mains, essayez de faire des choses comme ça avant de faire un whip ou de vouloir faire un scrub ou un amorti. Ce sont des choses qui sont réservées quand même à des pilotes très haut niveau. Ouais, Et même à ces pilotes très haut niveau, c'est réservé vraiment à des temps chrono parce que ça, on gaspille quand même beaucoup d'énergie à faire des choses comme ça. ouais, tout à fait. Après, faut pas confondre whip et scrub. Toi, je sais, Blaise, que tu es plus à l'aise en faisant. Bon, tu fais quand même des beaux whips, je te charme là-dessus, mais on peut montrer des photos Photoshop. Pardon. Tu sais quand même mettre la moto à plat. Toi, tu es plus à l'aise en le faisant, en coupant les gaz, justement, en scrubbant. Je t'ai jamais vu faire un whip ou très rarement assis dans la pelle et en faisant pencher la moto comme il faut un petit peu un freestyle. Genre sur une rampe de freestyle, c'est plus compliqué. Non, j'y arriverai pas, tout simplement parce qu'en fait, enfin, c'est joli, mais je me suis jamais entraîné à ça parce que je me suis dit que ça me servirait jamais à rien en fait. De faire un whip juste pour la beauté du geste, c'est comme faire un knack-knack, tu vois, ou lâcher les deux mains, mais c'est juste esthétique. Alors que arriver fort, couper les gaz à la pelle et mettre la moto à plat pour que les suspensions se détendent et ne t'envoient pas en l'air, ça c'est utile et ça fait gagner quelques dixièmes de seconde. Donc voilà, je me suis entraîné à ça pour gagner du temps lors des chronos. Mais bon, c'est pas au whip. C'est vrai que c'est pas au whip. Ça ressemble plus à entre guillemets un scrub parce que tout dépend ce qu'on appelle un scrub. Ouais, tout à fait. C'est pas au niveau des stewards, quoi. Ouais. Voilà une question de Erwan en restant sur ce sujet-là. Il nous demande une technique pour sauter loin mais pas haut, sans faire de scrub. De toute façon, le scrub, on l'apprend pas comme ça. C'est pas le matin on se lève, aujourd'hui je vais apprendre à scrubber et le soir on sait le faire. Non. Pour moi, la première chose à faire, Blaise, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est arriver vite sur les sauts et déjà commencer par couper les gaz. Exactement. Et sentir la moto, garder une bonne assiette de la moto. Et là déjà, les suspensions, comme tu disais tout à l'heure, au lieu de se comprimer, de se détendre en haut, et ben le fait qu'on coupe les gaz, elles vont rester en bas, en haut de la pelle. Et il faut pousser aussi avec ses bras et ses jambes. C'est une multitude de choses qu'il faut faire avant de vouloir faire glisser la moto juste à la crête de la pelle. Là, c'est vraiment réservé à la catégorie élite, on va dire. Ouais, c'est sûr. Et en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible, le plus vite possible, pour que les roues touchent au sol le plus rapidement possible et pour accélérer le plus tôt possible, en fait. Donc, en fait, quand on veut gagner du temps, dans un saut, mais il faut passer ce saut en allant le moins haut possible. Pour aller le moins haut possible, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer d'aller aussi loin que d'habitude, mais en arrivant encore plus vite et en coupant les gaz à la pelle. Et lorsqu'on coupe les gaz à la pelle, la moto va aller plutôt en longueur et beaucoup moins à hauteur. Donc en fait, le but, c'est d'arriver le plus vite possible et de couper les gaz à la pelle dans un premier temps, hein, pour s'entraîner à ce qu'on appelle l'amorti, pour aller le plus loin possible sans pour autant aller en hauteur. C'est pas évident à faire. Ça, il faut s'y entraîner sur des appels qui sont simples, qui sont pas très raides dans un premier temps, et petit à petit, on arrive à le faire sur des appels qui sont un peu plus compliqués, et puis toujours plus compliqués, puis on arrive à le faire sur des petites ornières, et puis voilà, ça vient, c'est comme tu le disais très justement, Nico, tout ce qui est amorti, tout ce qui est scrub, ça vient petit à petit, en réfléchissant, en roulant, en s'entraînant, mais c'est pas comme, passer fort dans un virage, on va pas le faire une fois. Ça vient petit à petit, c'est un peu plus compliqué à acquérir quand même que d'autres techniques. Ouais, tout à fait. Donc c'est bon, je pense que pour le sujet des whips et des scrubs, c'est un petit peu tout ce qu'on avait comme question. Il y avait une question de Rider MX 248. Lui doit faire championnat de France avec un numéro comme ça. Ah, ça c'est sûr. Et non, pas du tout, pas du tout. Il nous pose la question, pour débuter les compétitions de sa région, combien faut-il d'années à s'entraîner pour en faire? En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux fédérations. Il y a la fédération FFM et la fédération UFOLEP. La fédération FFM, c'est normalement, alors je dis bien normalement, dans la plupart des ligues, c'est un niveau un peu plus haut que la fédération UFOLEP. En fait, la fédération UFOLEP, ce qu'ils ont voulu entretenir, c'est le fait du sport partage, du fait de débuter assez facilement, qu'il y ait beaucoup de monde, qui roule assez peu, mais qui s'amuse voilà, dans l'esprit camaraderie, on va dire. Tu m'arrêtes si je me trompe, Nico, toi qui connais bien l'UFOLEP. Et qui boivent du Ricard le soir, t'as oublié de le dire, je t'attends que tu y arrives, mais bon. Exactement, un bon apéro le soir. Non, on rigole avec ça, mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Il y en a qui sont très très sérieux. Bien sûr.
bien sûr. Mais cette fédération InfoLab permet de commencer les courses, on va dire, voilà, à partir du moment où on sait rouler sur un circuit, on n'est pas obligé de savoir passer tous les sauts, mais quand on sait faire le tour du circuit assez proprement, pourquoi pas s'inscrire sur une course. Il y a plusieurs niveaux, prendre le niveau le plus faible au début, ne pas vouloir griller les étapes, et petit à petit progresser. Niveau FFM, c'est un peu plus compliqué. Nous, déjà, dans notre ligue, on s'aperçoit que même le niveau B, le challenge, a déjà un niveau qui est assez haut. Donc, bon, pour débuter là, c'est assez compliqué. C'est plus réservé à l'UFOLEP, moi, je pense, la partie débutante. Bah, disons que oui, la plupart des gars qui sont en challenge, ce qu'on appelle, voilà, c'était avant le NCB, hein, ils font quand même de la moto depuis 10 ans quasiment, la plupart, quoi. C'est rare que ce soit des gars, ça fait 1 an qu'ils ont une moto dans le garage et ils s'inscrivent sur la course. Il y a des gars comme ça, mais il y en a très peu. Puis de toute façon, ceux qui font ça, en général, ils font qu'une séance d'essai, ils se qualifient pas, ils rentrent à la maison, quoi. Ouais, mais bon, après, niveau des courses, il faut se jeter à l'eau au bout d'un moment. Voilà. Moi, je pense que quand on sait faire le tour, quand on sait sauter quelques sauts faciles, bon, on peut y aller, on peut commencer à prendre du plaisir sur une course. Alors, tu vas voir que, je sais pas si tu en as déjà fait ou pas, je crois que non, mais tu vas voir que la première course, ben, il y a beaucoup d'appréhension, mais quand on l'a fini, ben, on est quand même content. On est quand même content d'avoir participé à une course, d'avoir fait un départ, de s'être mesuré aux autres, d'avoir doublé peut-être 2 pilotes qui étaient encore plus débutants que nous, et ça fait toujours plaisir. Ouais, puis c'est le but, parce qu'on me dit, oui, moi je fais de la moto que pour le plaisir, les courses ça m'intéresse pas et tout ça. Mais c'est le but de la moto à la base, de faire des courses. Enfin, je sais pas toi, mais quand tu vas au karting, tu vas pas pour rouloter. On a quand même l'esprit de compétition à la base, tu y vas pour faire le meilleur chrono possible et battre tous tes potes avec qui tu es allé. Ouais, exactement, exactement. Après, je sais pas si ça vient de la moto justement cet esprit de compétition, mais Peut-être c'est aussi. clair que quand je participe à quelque chose, c'est pas pour voilà, c'est pas pour terminer dernier, c'est clair, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Alors, c'est peut-être pas pour me confronter aux autres, mais je vais toujours essayer de gagner parce que je veux être le meilleur. Enfin, moi, ça me semble logique, peut-être que d'autres non, mais je sais pas toi, Nico, mais je pense que c'est la même chose. Ouais, non, c'est vrai. Bah voilà, après, moi j'ai baigné dedans depuis tout petit aussi, donc ben, l'esprit de compétition ça se cultive et pour le perdre c'est un petit peu plus compliqué. Exactement. Allez, je vais Donc, lire une question. J'y suis moi. Je vais faire de la lecture un peu. vas-y, vas-y. Alors ça c'est pour toi justement. C'est le long MX68. Si tu faisais une petite vidéo sur les suspensions, de comment régler suivant ton poids, ton pilotage, ça serait top. Alors toi Nico, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Parce que moi réglage de suspension, ben, je l'ai dit tout à l'heure, très franchement, je vais me répéter, mais je laisse la moto quasiment d'origine maintenant, ça me convient parfaitement. Donc toi, est-ce que tu règles ta suspension sur ta moto d'enduro? Tes suspensions, pardon. Ouais, après, on avait une autre question là-dessus. On a eu pas mal de questions sur les suspensions où on nous demandait l'importance de la précontrainte, ce qu'on appelle le SAG. Alors, je pense que c'est plutôt un mot anglais, ça qu'il a voulu employer. Mais voilà, la précontrainte du ressort à l'arrière où ben, on mesure la moto sur le trépied et ensuite on la mesure une fois qu'on est assis dessus. On calcule la différence. En général, en motocross, il faut qu'elle soit de 10 cm, c'est quelque chose comme ça. Moi, honnêtement, j'ai toujours été nul en testing. J'ai toujours fait des réglages, j'ai écouté mon père, tout ce qu'il me disait, tout ça. J'étais vraiment influencé parce que me disaient les gens, c'est très compliqué, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais quand on passe des après-midi à régler et tout ça, au final on règle sur un circuit, ben, on roule une semaine après parce qu'on peut pas rouler nous tous les 2 jours, et la semaine d'après t'as un circuit complètement différent, la moto ça va plus, ou du moins tu sais pas, on se perd très très vite. Je pense qu'il faut trouver un bon compromis, il faut être à l'aise sur sa moto, mais nous à notre niveau c'est très compliqué de pas se perdre dans les réglages. Ouais, après moi, personnellement, je pense que j'arrive à être, entre guillemets, toujours pareil, un assez bon metteur au point au niveau des suspensions, parce que j'arrive à ressentir pas mal de choses. Mais maintenant, à l'époque à laquelle je suis, je me contente de ce que j'ai. Il y a une époque où vraiment je voulais des suspensions top, et les suspensions top, pour être très franc, je les ai trouvées avec les Öhlins. Fourche amortisseur Öhlins, c'était Ouais, j'en ai vraiment, c'est entendu. là où j'ai vu le plus de différence. Alors ça coûte cher, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est très très cher, mais très franchement j'ai vu la différence. Je les ai eu une saison, une seule saison, et c'était efficace. Voilà, j'ai vraiment senti la différence par rapport à une préparation. Une préparation, on sent un peu la différence, il y a un peu mieux, et encore, il faut quand même qu'on arrive à dire ce que l'on veut gommer comme défaut sur la moto d'origine, parce que si on n'arrive pas à dire, eh ben, on va avoir la même préparation que tout le monde, qu'un pilote qui est à notre niveau. Et c'est normal, moi je me mets à la place du préparateur, il sait pas comment tu roules, il sait pas ce que tu recherches. Donc si tu sais pas lui dire ce qui va pas ou ce qui va, ou lui ramener quand ça va pas, ben, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour toi aussi. Donc, Ouais, tout à fait. Et puis après, bon, les préparateurs, ils peuvent vous faire à peu près tout ce que vous voulez, puisque ça lui coûte pas plus cher de faire les suspensions je sais pas moi, de Zach Pichon que de faire les vôtres. Enfin, je parle par exemple pour Bud Racing que moi je connais bien.
ça lui coûte pas plus cher d'empiler des clapets pour lui que pour nous. Donc après voilà, sauf si lui il met le prix dans une suspension all-in, comme tu as pu le dire, où là c'est vraiment le jour et la nuit. Mais sinon, un préparateur il peut faire le même boulot pour toi que pour un mec qui fait le mondial. C'est pour ça, c'est pas un souci. Mais il faut pouvoir lui dire ce qu'on veut. Exactement, voilà, il faut être bon metteur Pour au en point. revenir aux suspensions all-in, je précise quand même, toi c'était des suspensions en ressort que tu avais mises. C'était l'époque où les Honda avaient encore des fourches à air. C'était catastrophique. Moi j'avais fait la même chose que toi, j'avais investi dans du all-ins. Et ouais, forcément là c'est des fourches usines. On a carrément autre chose quoi. Quand on monte sur la moto, on se dit mais attends, ça va talonner partout, la fourche elle est souple. Et puis en fait quand tu roules, ça gomme tous les défauts dans les petits trous, dans la tôle ondulée, quand le terrain est béton. Et tu peux te mettre très long ou très court sur les sauts, ça va pardonner des erreurs énormes. Ouais, Donc voilà, je précise, on n'a pas de part chez Olins, mais moi, ouais, non, j'avais fait la même chose que toi. Moi, c'est les seuls que je connais. Ouais, moi c'est pareil. Voilà, et toujours pareil, en passant par Bud parce que je le connaissais, lui il faisait du all-in. Sinon, moi j'étais fan des marques japonaises comme Kayaba et tout ça. Je me disais, mais c'est ça qu'il faut sur une moto. Mais bon, c'était un petit peu plus compliqué de se les procurer. Et ouais, non, pas de pub pour all-in, mais bon, pour le coup, c'était du bon matos. Ouais, c'est vraiment du bon matos. Je pense même moi je l'ai ressenti dans les courbes. Tu sais, les courbes où la moto rebondissait avec le all-in, ça restait plaqué au sol. C'était vraiment impressionnant par rapport à l'origine. Dans une même journée, quand on passait de l'origine à l'all-in, ça faisait vraiment une très très grosse différence. Voilà. Alors, ouais, c'est clair. Et tout à l'heure, Blaise, tu parlais de circuit facile. On a une question de Vial qui nous dit, lui, c'est un débutant. Hein. Il nous demande, qu'est-ce que c'est pour vous un circuit facile? Parce que, voilà, au final, c'est vrai que ça fait 15 ans ou 16 ans qu'on fait de la moto. On perd peut-être un petit peu la notion de quand on a débuté, quand on était gamin. Et je pense que quand on démarre, qu'on est adulte sur un circuit de motocross, ça peut être très impressionnant. Pour des gars qui ont fait que de la moto de route ou même pas fait de moto du tout, se retrouver sur un circuit de motocross, c'est quand même assez compliqué. et c'est vrai, en plus tu fais bien de nous le dire parce que moi dans les vidéos, je fais pas attention à ça, je dis que c'est un circuit facile souvent. Et quand je croise des gens ou des pilotes sur ce circuit-là, ils me disent mais attends, t'appelles ça un circuit facile, t'as vu les sauts qu'il y a, moi j'en passe pas la moitié et toi tu dis que c'est facile dans tes vidéos. Et c'est vrai que je l'ai eu plusieurs fois ça, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça. Et au final c'est vrai, ils ont raison, nous on est habitués, donc moi je trouve qu'un circuit est facile à partir du moment où les sauts sont pas dangereux. Voilà. Donc pour moi, tu peux te mettre court sur un saut, ça sera pas dangereux. Tu peux te mettre long, ça sera pas dangereux non plus. Bah, à partir de ce moment-là, moi c'est un circuit facile, un circuit où tu peux tenter des choses. Alors même si tu tentes pas tous les sauts du circuit, mais tu peux essayer. Tu ne risqueras pas grand-chose. Alors que circuit où tu as des doubles, où tu as des sauts qui peuvent être petits, mais avec des appels très raides qui ont tendance à t'envoyer vers l'avant, là c'est un circuit qui est un peu plus compliqué pour moi. Donc la facilité ne va pas avec le fait d'enlever du plaisir. Il y a des circuits où il y a des sauts faciles et où on prend énormément de plaisir, et inversement quoi. Bon, j'ai une petite question pour toi, Blaise. Tu m'as renvoyé la balle sur les suspensions où j'étais pas trop à l'aise sur cette question. Il y a Nicolas Dercourt qui me pose une question sur YouTube. Alors, je sais pas si c'est pas trompé de chaîne, parce que là, on est sur MX Réflexion. Je pense qu'il vous voulait appeler chirurgien réflexion, mais c'est pour toi. Du coup, comment pourrais-je reprendre la moto avec une plaque et des vis dans le tibia péroné et la cheville? Une fois possible, et surtout, quelles sont les protections ou actus conseillées pour ça? Il y a peut-être une faute, j'arrive pas à lire, mais bon, voilà, en gros. Ouais. Est-ce qu'il peut reprendre avec tous ses vis et ses plaques dans le tibia? Alors justement, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'ai repris, mais c'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai repris avec une plaque et des vis dans la clavicule. Est-ce que c'est pareil ou pas? Je sais pas, je suis pas chirurgien. Dans tous les cas, j'ai eu aucun souci. Le seul souci que j'avais, c'est quand je prenais des cailloux. Voilà, ça me faisait beaucoup plus mal que l'autre clavicule où j'avais pas de plaque. Donc voilà, ça a tenu sans souci. J'ai fait confiance au chirurgien. Il m'a dit 1 mois et demi, il me semble, de mémoire, sans faire de moto. Ben, j'ai attendu 1 mois et demi pile. Au bout de 1 mois et demi et un jour, j'ai refait de la moto. Mais voilà, je pense que dans n'importe quelle blessure, il faut faire confiance aux pros. Alors les pros sont parfois un peu trop vigilants. D'ailleurs, s'il faut attendre 1 mois et demi, ils vont te dire plutôt d'attendre 2 mois. Mais voilà, il faut faire confiance. La santé, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Rouler blessé, je le déconseille maintenant. Rouler avec des plaques et des vis, c'est possible. J'ai une connaissance qui l'a fait. Après, à toi de voir si ça te gêne ou pas. Tu peux tester, si ça te gêne, teste sur 2 tours. Et si ça te gêne, t'arrêtes. Si ça te gêne pas, tu continues. Mais voilà, il faut consulter le chirurgien. C'est ça, on n'est pas spécialiste pour ça. Ne nous écoute pas trop là-dessus parce que sinon, nous, à tout moment, on te dit de reprendre demain et tu peux te faire mal. Non, Donc, il vaut mieux écouter ton médecin, ça c'est sûr. Et il y a Cédric, une petite remarque très pertinente. De nos jours, il y a plus de filles faciles que de circuits faciles. Alors ça, Nico, tu connais toi. Ah, le motocross, je connais bien, oui. Bon, allez, on revient sur YouTube. Sur Facebook, ils disent n'importe quoi.
Quelle moto prendre pour débuter en motocross pour quelqu'un qui a 18 ans? Ah, justement, on avait fait une vidéo sur ça. On avait fait une Eh vidéo sur. oui. Alors, ouais, d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'il y a pas mal de questions. On avait fait des vidéos là-dessus. N'ayez pas peur de rechercher sur YouTube, taper des mots-clés, débuter, motocross, des choses comme ça. Vous allez tomber sur nos vidéos. C'est pas mal, même pour débuter le motocross, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose, on baigne dedans depuis le début. Nous, on sait ce que c'est de prendre la licence chaque année, on connaît les circuits, on sait quand ils sont ouverts et tout ça. Mais quand tu arrives là-dedans, c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué hein, de tout avaler d'un coup. Donc voilà, Blaise avait fait une vidéo vraiment sympa sur comment débuter le motocross. Et pareil pour les motos. Ouais, ouais, après, nous, on vous renvoie vers les vidéos parce que c'est beaucoup plus complet en fait. Là, en 30 secondes, on va pas pouvoir vous dire autant de choses que dans une vidéo de 4-5 minutes. En gros, si je résume un petit peu la vidéo, je pense que pour débuter, alors tout dépend du poids, tout dépend de l'âge, mais si tu as, allez, on va dire 18 ans, si tu mesures dans la moyenne, on va dire 1m75, 1m80 et que tu pèses dans la moyenne des 70-75 kilos, moi je te conseille soit une 125, soit une 2,5 4 temps. Plutôt une 125 parce que c'est beaucoup moins cher, c'est un peu moins cher à l'achat, mais c'est surtout beaucoup moins cher à l'entretien et c'est beaucoup plus facile d'entretenir une 125 qu'une 2,5 4 temps. Donc quand tu es débutant, ben, tu vas voir qu'il y a la partie pilotage, ça c'est bien, mais il y a aussi la partie entretien de la moto, il y a aussi la partie où tu vas devoir acheter des pièces d'entretien, hein, pas des pièces tuning. Et tout ça, quand tu as une 125, ben, c'est beaucoup plus facile que quand tu as une demi 4 temps. Alors d'accord, la 125 c'est un peu plus difficile à piloter parce qu'elle est un peu plus pointue. Par contre, c'est un peu plus léger. Donc voilà, à chaque fois, il y a du pour, il y a du contre. Certains préféreront une demi 4 temps, mais moi, franchement, si tu n'y connais rien, je te conseille un 125 de temps. Ouais, tu as trop bien répondu. Moi, je pense que le 2 temps, voilà, le 2 temps de manière générale, hein, c'est simple d'entretien, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un 4 temps. Mais après, voilà, pour les débutants, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais aussi. Ouais, c'est plus pratique. Euh, En restant dans la mécanique, vos marques et modèles de pneus préférés, nous demande David, et selon les conditions. Alors là, ben, Nico, je vais te renvoyer la balle Ah, c'est parce encore que, pour moi. très Non, franchement, moi, ouais, vas-y. moi j'ai eu la chance d'essayer pas mal de, enfin pas mal. Ouais, j'ai essayé les Michelin, Bridgestone et Dunlop. Bridgestone, moi je dirais les Bridgestone, c'est vraiment la marque que j'ai préférée. Alors c'était sur les dernières années, ça, quand j'étais en 450, je roulais avec des pneus 120 à l'arrière. Et sur nos terrains du sud, c'est vraiment un pneu qui allait très très bien. Je prenais le pneu, alors j'ai plus les références du tout en tête, j'ai un petit peu oublié. Je crois que c'était le MX-71, je dirais peut-être une bêtise. Sur Bridgestone et des pneus durs. Voilà, c'était le dur ou le mixte dur que j'aimais bien. Après, voilà, toi Blaise, tu as beaucoup roulé avec du Michelin. Moi, j'ai jamais trop aimé les Michelin parce que même pour le sec, à l'époque, hein, je parle pas avant qu'ils fassent les derniers modèles, les Starcross 5. Avant ces modèles-là, je trouvais que c'était des pneus adaptés à la boue, mais sur le sec, les crampons étaient très très hauts et assez espacés, et ça me gênait un petit peu. Alors peut-être c'était pas mental parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais pas un très bon metteur au point et c'est le genre de choses que j'avais peut-être du mal à ressentir, mais bon voilà. Le Ah, peu que je moi, ressentais, c'était ça. franchement, au niveau des pneus, moi, j'étais habitué à un type de pneu, un modèle de pneu. J'en ai jamais trop changé et ça m'allait. Tu vois, autant au niveau des suspensions, j'arrive quand même à ressentir, mais au niveau des pneus, vu que j'ai pas trop testé, très franchement, ça me dérange pas. Moi, à partir du moment où j'ai un pneu neuf à l'avant, un pneu neuf à l'arrière, j'ai roulé avec des mixtes bout, avec des mixtes durs. Même là, je voyais pas une énorme différence. Donc pour les pneus, je suis pas de bons conseils. Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse une journée de testing tester les différentes marques, là oui, là je pense que Mm. je verrai la différence, mais sinon non, je peux pas répondre sur ça. Il y a Jimmy qui nous demande sur le live Facebook du coup, qu'est-ce qu'on pense des grilles qu'ils ont installées en Supercross pour les départs? Donc les grilles qui sont situées derrière la grille de départ. Alors c'est quelque chose qui sort pas du Supercross, ça, Jimmy, c'est quelque chose qui vient du championnat du monde. Ça fait plusieurs saisons qu'ils les utilisent maintenant. C'est en place aussi sur le championnat de France Elite. Bon, ils ont pas tout à fait réussi à imiter les types de grilles du mondial. Les pilotes venant du mondial s'en plaignent un petit peu d'ailleurs. Mais ouais, moi j'en pense que, je sais pas, je suis un petit peu mitigé. Je trouve que le motocross, c'est bien quand même, de préparer sa grille derrière, voilà, avoir les 40 pilotes alignés derrière la grille, se faire la trace, ça fait partie de la technique, ça fait partie du motocross. Ça récompense aussi les pilotes qui ont fait un bon temps chrono le matin et qui choisissent leur grille, et qui ont bien le temps de la préparer et qui sont sûrs de ne pas se la faire piquer. Ouais, moi je te rejoins entièrement, c'est-à-dire que bon, pour moi le motocross c'est ça, c'est préparer sa trace, c'est choisir sa grille en fonction de la terre qu'il y a derrière, c'est se préparer ces petits tas de terre pour mieux décoller. Voilà, on perd un peu de magie du départ avec ça. Bon, après, voilà, c'est pas catastrophique, hein, mais je préférais la belle époque où on voyait tous les pilotes tasser la terre, arroser un petit peu avec sa bouteille d'eau
sa trace du départ, non. Je préférais un petit peu ça, non. Ouais, bon, c'est pas prêt de changer dans les ligues, hein, je pense, de toute Non, dans façon. les ligues, non, je pense pas. Ça va Et t'es pas... déjà parti sur du béton, Blaise? Non, jamais, jamais Ouais, de moi, je l'ai départ en béton. fait. Toi, oui, non? Ouais, à Frontignan. On a une circuit et à Frontignan où ben, j'ai fait la Ligue du Languedoc une fois là-bas. Oh là là, horrible quoi. J'aurais aimé avoir la discussion avec le mec qui a inventé les départs sur du béton, je te le dis. Ah, c'est juste une question d'entretien, à mon avis. C'est parce que c'est beaucoup plus facile Non, d'entretenir bien ça, sûr. quoi. Non, mais bien sûr. Non, non, mais c'est pas contre le club. C'est plus par rapport au mec qui a dit, bah, si on faisait des départs en béton comme aux États-Unis partout là. Ouais, À l'époque, exactement. c'était ça aux États-Unis. Non, c'est très compliqué. Ouais. Enfin, il faut s'entraîner. Ça, moi, je m'étais dit, bon, ça va. Voilà. Je pensais avoir la bonne technique. En fait, je suis parti 3 fois dernier, quoi. Donc, du coup, on a une question aussi sur YouTube de Philou qui nous demande comment apprendre à freiner de l'arrière lors d'un saut. Quelles sont les étapes? Alors, Nico. Ben, bon, déjà, c'est à éviter, moi je pense. C'est quelque chose, c'est bien de connaître cet outil, d'avoir cet outil-là dans sa caisse à outils, on va dire. C'est quelque chose qui peut te sauver de temps en temps. Maintenant, l'assiette de la moto, il vaut mieux apprendre à la maîtriser plutôt que d'apprendre ça en priorité. Maintenant, si la moto part trop sur l'arrière, tu peux mettre un petit coup de frein en l'air, sans oublier d'embrayer, parce que sinon ta moto va caler et la réception risque d'être plus catastrophique encore que ce que tu voulais faire. Et voilà, c'est vraiment un outil qui te sert en cas de coup dur, je dirais. Ouais. Maintenant, pour l'expliquer, je pense que Blaise, t'es meilleur que moi là-dessus. Donc je te laisse faire façon tuto. Non, bah après, t'as totalement raison. C'est-à-dire que le coup de frein arrière en l'air doit être mis que vraiment quand c'est nécessaire. C'est-à-dire quand l'appel est défoncé, quand des fois on peut pas faire autrement, qu'on doit accélérer jusqu'au bout de l'appel pour passer un gros saut et qu'on est obligé de partir sur l'arrière. Donc là, on peut freiner du frein arrière, mais on voit des pilotes qui s'en servent quasiment à tous les sauts. Et au final, en fait, l'assiette de la moto se gère avec la position du haut du corps. On doit avoir la tête au-dessus du guidon pour faire partir sa moto, on va dire, à plat, et après gérer en poussant ou en tirant son guidon. Le coup de frein arrière en l'air, mais comme tu l'as dit, c'est on prend l'embrayage dans les mains, on met un coup sec du frein arrière pour que l'avant de la moto replonge et qu'on puisse atterrir, on va dire, entre guillemets, parallèle à la réception. C'est ça. Et pouvoir accélérer aussi à la réception Le plus tôt juste possible. avant que les roues touchent le sol. Ça, c'est Voilà, important aussi. exactement. Ben, du coup, tu as bien répondu aussi à la question de Sébastien qui demandait comment bien se détendre ou se déplier sur un saut. Ben voilà, c'est dès l'appel, la tête au-dessus du guidon et la garder vraiment jusqu'au bout. Et pas mal de questions sur les sauts, hein. C'est normal, en même temps, c'est du motocross. Ça serait MotoGP réflexion, on en aurait peut-être moins parlé. Mais ouais, non, vidéo sur les sauts, il y en a pas mal à venir, hein. Je pense, Blaise, t'as un pack qui arrive sur. Je sais que je suis venu te filmer plusieurs fois sur des sauts à plat, sur les doubles en montée, sur les doubles en descente, sur les tables, sur l'avant, sur l'arrière. J'en pouvais plus de te voir sauter, hein. Ah oui, on va sortir pas mal de vidéos sur ça. Le seul problème que l'on a, c'est que c'est long. C'est long de filmer ça, c'est long de monter. D'ailleurs, merci à nos monteurs favoris. Mais voilà, c'est assez long à tourner, c'est assez long à faire, vu que c'est pas des vidéos que l'on fait à la maison en parlant juste face à la caméra. Donc ça sortira, c'est sûr. Après, quand, on vous le dira sur Facebook, sur YouTube ou par mail, pour ceux à qui on envoie des mails réguliers. Donc Ouais, tu sais. n'hésitez pas à nous redemander, on sera prêt. Ouais, tout à fait. Ben écoute, on a balayé quand même pas mal de questions. Je regarde sur Facebook, non pas plus de remarques. Bon, on va pas. Ben, Alix, De toute Alix façon, réflexion? désolé pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions, mais c'est vrai que là, ça fait déjà 38 minutes et on Ouais. a, on a balayé quand même pas mal de questions. Donc, on a des. On Après, on remettra en a. place un truc comme ça. Je pense que c'est bien, tu vois. Ça fait plaisir de voir qu'on a pas mal de questions, que les gens nous demandent. On essaye de faire profiter, nous, de notre expérience et de notre page avec notre communauté. Vous Ah pouvez vous oui, aussi vous répondre entre vous, hein. On n'a pas la science infuse. Il y en a beaucoup qui peuvent répondre à notre place des fois. Et même s'ils ont toujours question tort. justement, Nico, à laquelle je me rappelle, tu n'y as pas fait allusion. C'est quelqu'un qui nous demandait comment est né MX Réflexion et Oui, j'allais y voilà, venir. comment on s'est rencontrés. Ouais, bah, je saurais même pas te dire, que ça, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on se connaît. Mais Euh, c'est vraiment, ouais, nous, toi, tu venais de l'Aquitaine. T'étais un petit bâtard de la Ligue d'Aquitaine qui est venu sur nos terrains à Midi-Pyrénées. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment te voir. ouais, Et ouais, non, ben, on est devenus potes à force de se garer à côté, de se voir tous les week-ends sur les courses. Moi, j'étais quand même pas mal pote avec ton petit frère, qui avait le même âge que moi, qui exactement. lui, finalement, a arrêté la moto. Et puis, voilà, si je me trompe pas trop, après, t'es venu faire tes études à Toulouse aux alentours de 2007-2008. C'est ça. Et voilà, tant que jeune étudiant, toi qui avais un appartement, et ben j'étais là souvent le jeudi soir, par hasard, hein. Je me retrouvais là, C'était le soirée, hasard, soirée, le hasard soirée total. toulousaine, ça se passait le jeudi. Étrangement, j'étais là le jeudi soir, tu vois.
Voilà, Ouais, exactement. Hein. Donc à la base, on s'est connus à la moto en faisant des courses ensemble. Et petit à petit, on a voulu monter MX Réflexion. Alors MX Réflexion, je ne me rappelle plus exactement comment c'est parti. Je crois qu'on écrivait des textes sur nos pages Facebook respectives. Et au bout ouais, d'un... tout à fait. On faisait bon, tourner un petit peu à la dérision, à la rigolade, où on écrivait chacun de notre côté nos résumés de courses et tout ça. Toi, tu as eu la chance d'être sélectionné par un magazine en ligne, Shmuelsa, fait un truc comme ça. Ouais, Et c'est le Big... tu as Ouais, fait je l'ai fait quelques un peu chroniques. pour, on va le dire, c'est pour le Big USA, une saison complète. Une saison complète. Et pendant ce temps, en parallèle d'ailleurs, on avait monté MX Réflexion. Ça Ouais. s'est bien passé, on rigolait, on publie assez souvent des images pour rigoler, des petits textes, on a commencé les vidéos il n'y a pas si longtemps que ça au final. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, je pense que c'est la partie qu'on veut développer un petit peu plus parce qu'on s'éclate à faire ça et je pense que les gens sont vraiment demandeurs maintenant. Ben, les gens n'ont pas le temps de lire, ils ont plus le temps de regarder des vidéos, j'ai l'impression. Exactement, puis du coup après moi quand j'étais avec le Big, j'ai arrêté le Big pour développer cette partie vidéo parce que ça prenait pas mal de temps aussi d'écrire des textes pour le Big. Toi Nico tu en écrivais en parallèle pour Mix Réflexion. Mm. Voilà, on a cumulé ça, on a tout mis sur MX Réflexion, on a abandonné un petit peu la partie texte, c'est vrai, on l'a un petit peu réduite, peut-être qu'on la Ouais, pourtant on a reprendra. décidé, moi des fois ça me démange et tout ça, mais c'est vrai que allez, on va le dire, c'est un petit peu le temps qui nous manque. On nous demandait si on avait des métiers à côté. Ben oui, on fait pas que MX Réflexion. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps. On essaie de se focaliser sur un truc. Pour l'instant, on est sur les vidéos. Je pense qu'on reviendra au texte. Puis de temps en temps, il y en a qui seront écrits. Moi, je serai à Pernes-les-Fontaines d'ailleurs ce week-end pour le championnat de France Élite. En général, on fait des résumés de courses quand on y va ensemble sur les courses, on se marre bien Ouais, et souvent les textes sont pas mal quand t'es avec moi, Blaise. ouais, c'est vrai qu'on déborde d'imagination, j'ai l'impression qu'à deux cerveaux, on est pas Ah, c'est un mal, on petit est peu comme vraiment... la fusion de Sangoku et Vegeta. La Exactement, même alors ça chose. c'est notre époque, mais non, c'est sûr que c'est pas mal, ouais. Après, on rigole bien, on s'amuse bien avec MX Réflexion, donc on continue. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, on est prêt pour continuer, pour faire un peu plus de vidéos, voilà, donc si Hmm. vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, nous on répond avec plaisir. C'est ça. Mais on refera d'ailleurs un truc comme ça, un truc où on ouvre à vos questions. Ce soir, je pense qu'on n'aura pas répondu à tout le monde, on va regretter quelques trucs. Mais n'hésitez pas, je pense qu'on fera quelque chose où on vous demandera de peut-être de nous écrire, on vous répondra en privé, on va essayer de monter quelque chose comme ça. Au moins, tout le monde sera satisfait. Et puis il y en a ceux qui ont peut-être peur de s'afficher devant tout le monde, et ben on répondra quand même à leurs questions. Donc voilà. Ben écoute Blaise, je pense qu'on peut enchaîner rapidement. Ça fait beaucoup de temps qu'on parle et qu'on répond aux questions de tout le monde. C'est vrai. Euh, Ce week-end, ouverture de l'outdoor, moi je pense que c'est l'info numéro une quand même, tout le monde a suivi ça ce week-end. Ouais, ouverture de l'outdoor à Hangtown, un circuit typiquement américain, hein, avec des gros dévers, des grosses ornières, des grosses vagues. On a vu même une série de whoops à monter, parce qu'on peut pas appeler ça des vagues, hein, allez, on va Hmm. dire mi-vague, mi-whoops si tu veux. Ouais. Ouais. Voilà, joli circuit, très très beau circuit. On a vu pas mal de bagarres, des belles courses. Donc c'était beau à voir. Je rappelle les résultats en 2,5. On a Osborne qui gagne, 2 c'est Martin, alors c'est Jérémy Martin, Ouais. 3 Plessinger, 4 Alex Martin et 5 le jeune Cooper. Ouais. Donc Ouais, Cooper, impressionnant. Première manche. impressionnant. Alors, c'est souvent comme ça chez les jeunes amateurs qui montent chez les pros. Je pense que ils ont eu l'habitude pendant toute leur carrière amateur de rouler devant. Du coup, c'est quelque chose qui ne leur fait pas peur. Ils attaquent d'entrée et tout ça. Mais souvent, au bout de 15 minutes, on sent que les vieux briscards comme Osborne, Martin les rejoignent. Ouais, mais là on sentait un jeune qui avait envie, qui avait le couteau entre les dents, qui voulait montrer ce qu'il savait faire, et c'est vrai qu'il nous l'a bien montré parce qu'il est parti devant, il a quand même mené, on va dire, toute la mi-manche Ouais, avant de c'est se ça, faire mi-manche. rejoindre. Donc c'est joli quand même. Ouais, c'est joli. Moi, tu vois, un jeune comme ça, je le vois bien gagner des manches avant la fin de la saison. Pas de suite, mais quand il va comprendre la durée des manches, qu'il saura gérer, s'il part devant, je pense que pourquoi pas, quoi. Moi je le connaissais pas, hein, très franchement je le connaissais pas ce pilote-là. Il s'est blessé en Supercross, mais c'est une jeune recrue de chez Yamaha Star Racing et ouais, moi, je pense que ça va faire mal. Ouais, je pense aussi, après, là, il roule bien, il a l'air hyper motivé. Donc c'est beau avoir un pilote comme ça. Je m'attendais à un peu mieux de la part de Sexton, que j'aime bien aussi. Bon, c'est une première Ouais, épreuve, on va pas le juger ouais, non, trop bien sûr. rapidement, mais je le vois bien terminer régulièrement dans le top 5 à lui aussi. Donc, Mm. euh, Ouais, donc vu ce qu'il a voilà. montré en Supercross, je suis pas trop inquiet pour lui. Ouais. Bon non plus, après on a vu quand même que Osborne avait un gros gros niveau. On l'a vu très très rapide sur cette épreuve. Voilà, j'espère que les autres vont arriver à s'accrocher, qu'on va pas avoir un cavalier seul d'Osborne, mais ça m'étonnerait quand même. On a vu Martin qui avait un beau rythme lui aussi. Plessinger,
un peu déçu. Je m'attendais Moi, à. Plessinger, j'attends qu'il soit sur la côte Est. Je pense que ça va faire mal dans les ornières un peu plus profondes, la terre qui est moins dure dessous. C'est vraiment un pilote, on l'a vu en Supercross, qui était vraiment à l'aise dans ces conditions-là. Et en motocross, il peut faire très très mal, encore plus mal, on va dire. Oui, peut-être, oui, parce que je le voyais devant. Moi, je le voyais clairement devant avec Osborne à se batailler la première place. Bon, il fait 3 et 4 dans les manches, donc c'est pas mal quand même. Et on a Ouais, oui, non, c'est Alex ça. Martin qui fait une belle deuxième manche avec une troisième place aussi. Ouais. Alex Ouais, Martin pour qui les revient de 4 blessure, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Bon, ils reviennent. Ça fait un moment qu'ils sont plus blessés parce que, ben, au lieu de revenir en Supercross, ils ont fait du testing et ils se sont entraînés en motocross, ce qui est logique, hein. Ouais. Mais du coup, on voit qu'il est en forme, ouais. Allez, on enchaîne rapidement avec les 4,50 pour pas durer 4h30 sur le live. Ouais, non, tout à fait. Ben, Je rappelle, 4-50, je te laisse dire les résultats. ouais, je rappelle les résultats. On a Eli Thomas qui gagne devant Marvin Musquin, Barcia qui fait 3, Anderson 4 et Blake Baggett 5. Ouais, Toujours pareil, un Thomas incisif, rapide et compliqué à suivre, hein. ouais, complication. Et puis, il est tombé quand même encore, hein. Il fait une Ouais. petite erreur. Ça, c'est ça, quoi, hein. Tomac, c'est un petit peu. J'espère que ça se cantonnera qu'à ça. Une petite glissade dans un virage, mais le problème, c'est que des fois, c'est la petite glissade à la réception d'un saut où il se fracasse, quoi. Ouais, ouais, il est peut-être un peu à la limite, mais après, en atteignant cette limite, il est quand même au-dessus des autres. On l'a vu là, j'espère que sur les autres courses, ça changera un petit peu, au même titre qu'Osborne en 2,5, j'espère qu'il va pas dominer. Mais ça m'étonnerait quand même, parce qu'on a Marvin Musquin qui était beau à voir, hein, vraiment technique, qui arrivait Ouais, on dans va les dire, vagues, en plus, à ne enfin, pas dans les paraître. vagues, les whoops en montant, c'était magnifique à voir. Même quand il faisait le wheel tap, là, qui tapait juste sur la crête dans les vagues, enfin, c'est un truc de fou. À la vitesse à laquelle il le fait, je veux dire, nous, on le fait, ça en sortie de virage, quand on est en seconde, et on va faire un truc joli comme ça. C'est beau pour les photos. Et lui, il le fait, il a fond de 4 quoi. Exactement. Mais après, Marvin, on le voyait pas au-dessus de ses pompes. Alors, est-ce que vraiment il était à bloc? Ouais. Ça paraît pas parce qu'il a un pilotage qui est coulé et fluide. Mais on voit chez lui quand même, toujours, même en étant à fond, une technique remarquable, vraiment magnifique. Et derrière, on a Barcia. Barcia qui fait deux belles troisième places. Donc c'est pas mal quand même. Ouais. C'est bien. Ouais, bah ouais, ouais. Pour un pilote qui avait pas de guidon en début de saison et qui s'est blessé en cours de saison en plus, et qui s'est fait sauter dessus sur la main en Supercross, Ouais. c'est quand même assez impressionnant. Il revient comme ça, 3-3, personne n'attendait, je pense. Et surtout, il termine devant Anderson, qui est champion en titre Supercross, qui Ouais. fait 4 et 6. Quatrième place, sixième place. Donc Anderson, est-ce qu'il a tout misé sur le Supercross et du coup il va mettre un petit peu de temps à se mettre au rythme motocross parce qu'il s'est peut-être un peu moins entraîné? Je sais pas. Ou est-ce qu'il est un peu Honnêtement, je moins à sais pas l'aise? quoi penser, tu vois. Anderson, je sais pas. D'un côté, je me dis, il vient d'avoir un titre. Ça y est, il est multimillionnaire. Je pense il a relâché la pression parce que ça a été dur quand même pour lui. Et ça s'est joué sur la dernière épreuve, même s'il avait une confortable avance, c'était pas gagné. Ouais. De là, il gagne. Il faut se remettre. Tu vois, il a pas eu le temps de savourer. Il a à peine eu le temps de faire la fête, on va dire. Mm. Et de là, il faut qu'il se rentraîne pour le motocross. Et allez, maintenant, on compte sur toi pour avoir un titre. Il a eu à peine le temps de savourer. Je pense que ça doit être difficile quand même. Ouais, ça doit être difficile, mais ils sont habitués ces pilotes-là. Tu sais, ils font Ouais, ça toutes les saisons. c'est pas le seul. Enfin, je veux dire, derrière, si tu veux devenir un grand champion comme Villopoto, Voilà. comme Carmichael, comme Dungey, ben eux, ils faisaient les deux, hein. Exactement, donc petit à petit, il va prendre son rythme. Il y a pas mal de courses, je sais pas combien exactement, mais il y a pas mal de courses pour qu'il relève son niveau. Ah, il y Là, a 24 manches en tout, donc c'est 12 courses. voilà, 12 courses, bon, il a le temps quand même, hein. Il fait 4-6, c'est pas catastrophique. Les autres peuvent se louper, on sait que Thomas chute souvent. Marvin un peu moins, mais bon, ça peut y arriver, on l'a vu en début de saison SX. Donc Ouais. voilà, il peut y arriver. Et Baguette, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à le voir un peu mieux. Bon, 7-4, mais Ouais, avec un rythme en dessous quand même. ouais, c'est ça, c'est ça. Un petit peu en dessous, mais l'année dernière, si on se rappelle, il avait fait pire que ça. À Hangtown, il avait Ouais. été catastrophique. Et derrière, au bout de 3 épreuves, il avait la plaque rouge. Donc, faut pas, c'est la première épreuve, faut pas s'enflammer. Exactement. On a vu des belles choses. On Soit sait en que 2,5 ou en 4,5, il faut pas, voilà, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. généralement, Baguette a du mal quand même sur les premières épreuves. On l'a vu les années précédentes. Et après, il monte en puissance petit à petit. Donc là, moi, je m'attends quand même à ce qu'il soit dans le top 3. Juste Ouais, en bataille avec Barcia, voilà. Il c'est sera là. quelqu'un qui sait faire du motocross, il y a pas de souci là-dessus. Oui, oui, c'est sûr. Bon, MXGP Tachental. allez. Bon, c'était voilà, ça aussi c'était ben, la course du week-end. Il y avait aussi un Grand Prix vitesse au Mans, mais ça on s'en fout. Il y avait surtout le MXGP à Tachental et à MX2 les résultats s'il te plaît Blaise. Alors, on a Prado qui gagne devant Jonas à égalité de points et devant Vlanderen 3.
Ouais, premier podium de Calvin Vlanderen, c'est bien. Ouais, c'est Sur bien, la c'est Honda. bien pour lui sur la Honda. Bon, j'ai pas vu les courses, hein. Très franchement, T'as pas vu un qui a gagné la dernière épreuve, je crois, c'était Olsen. C'est lui qui oui, gagne la dernière épreuve en exactement. 2,5. Ils se sont mis un placard en première manche avec Jet Beaton, où sur un saut, un pain de sucre, je crois que c'est Beaton fait l'extérieur juste avant le pain de sucre, et Olsen il lui vient dessus comme ça, juste à l'appel. Les deux lâchent la moto en l'air, ils retombent l'un sur la moto de l'autre. Alors, ils sont repartis, ils finissent, je crois, il y en a un qui fait dans le top 10. D'accord. C'est Beaton et Olsen finit 15 ou 16, mais un truc de fou. La chute, je me suis dit, là, c'est bon, ils se sont démontés, quoi. Puis il y avait les autres qui arrivaient derrière en plus. Alors, j'ai pas vu ça, mais je vais la chercher Comme parce que quoi, ouais, celle-là, voilà, ça tout ça pour m'intéresse. dire que je raconte un petit peu la course, alors que tout le monde l'a vu, c'est pas ça là où je voulais en venir, mais je voulais en venir là où, en disant que ça peut vite être joué, tu vois, on peut gagner un Grand Prix et le week-end d'après, ben, la saison peut s'arrêter, quoi, sur Oui, une connerie. oui, exactement. On fait du motocross, hein, on fait pas du golf. Donc c'est vrai qu'en motocross, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être en notre faveur ou en notre défaveur. Ça peut être un départ, une chute, ça peut être même des choses qui sont pas du tout liées à nous, une casse mécanique à l'appel d'un saut ou n'importe quoi. Et tout peut s'effondrer. Donc voilà, la saison vient de débuter en outdoor. Elle n'est pas du tout jouée. En MXGP, ben, c'est pareil. Il y a beaucoup de grands prix. Ça a débuté il y a un certain temps, mais il y a énormément de grands Mm. prix, donc c'est pas fini encore. Ouais, c'est pas joué, rien joué. D'ailleurs, c'était le Grand Prix d'Allemagne, je souligne, petite transition où on a Mac qui nous pose la question, Roxen pour l'interrogation. On n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est vrai, on peut Bah, revenir retour de dessus. blessure, lui pour le coup c'est vraiment un retour très très frais de blessure. Ouais. Bah ouais, c'est honorable à ce qu'il fait. Après voilà, bah, Roxane on n'est pas habitué à le voir dans ces places-là, mais bon, franchement c'est moi un grand respect pour ce gars-là parce que il revient de deux grosses blessures quand même. Oui, moi c'est pareil. Enfin, je pense que tout le monde peut avoir du respect parce que, en plus, bon, il partage énormément ses blessures quand même, lui, et on sait ce qu'il vit. Alors, est-ce qu'il. Enfin, voilà, il en fait pas trop, mais on va dans sa propre chirurgie, on voit tout de son quotidien. Et c'est vrai que quand on s'aperçoit ce qu'il arrive à faire, c'est quand même joli. Il revient rapidement de blessure. Il est pas au top encore. Il va le devenir, je pense, d'ici 4, 5 courses. On risque de le voir dans le top 5 un peu plus régulièrement. Enfin, je l'espère en tout cas. Là, il avait un style, on aurait dit que, voilà, on aurait dit un pilote, on aurait dit, moi en fin de manche, voilà, au bout de 15 minutes plus un tour, cuit avec les coudes un peu plus bas, fatigué. Ouais, tout à fait. On l'a vu comme ça, on n'était pas habitué à le voir comme ça. Mais bon, Ouais. voilà, ça ira mieux plus tard. Et bon allez pour revenir au mondial, désolé pour ça, on est revenu en arrière, mais c'est vrai que je trouvais important de parler de Ken Roxen. À MX2, on a appris aussi la fermeture du team Husqvarna, alors je sais pas comment ça se dit, 8 Biano, Oui, 8 oui. Biano. Et donc c'était le team de Larrañaga et de Van Donenk. Donc c'était un team en bois. Alors souvent, on voit les motos, elles sont jolies et tout ça, mais derrière il y a rien, c'est creux. Van Donenk se plaignait qu'il n'avait pas de moto d'entraînement, pas de matos. Il y a des week-ends où il n'a pas pu s'entraîner parce que sa moto il avait le moteur cassé. Alors que c'est fou quand même. Ah, Icardi Larrañaga qui est dans le même team, il a fait des bonnes places avec la même moto et tout ça, où ils étaient en galère. On se dit, mais purée, ces gars, ils vont faire quoi maintenant? Il y a eu quoi, 5 6 Grands Prix? Et ben là, pour eux, si ça se trouve, la saison est finie, alors que c'est des gars top 10 mondial. C'est aussi ça la face cachée du motocross, hein, la dureté de ce sport. C'est le fait qu'on a des très très bons pilotes qui ont du mal à trouver des teams. Alors ils vont trouver des teams, oui. S'ils amènent 50 000 euros sur la table, là ils vont trouver un team potable avec plusieurs, voilà, enfin, avec toute la semi qui va bien. Mais voilà, il faut amener ses sponsors, il faut amener son argent. Et si on n'a pas d'argent, si on a juste du talent, comme eux, hein, on voit que, enfin, j'ai vu rouler la Ragnaga sur une course inter à Gimont, c'est un pilote qui est impressionnant quand même. Il roule Hmm. fort, il commence à rouler pas trop mal en supercross parce qu'on l'a vu au À supercross de Paris. Paris. C'était honorable quand même pour un pilote motocross, il fait quand même de bons résultats. Et il va Ouais, avoir du mal à trouver un guidon. Donc c'est compliqué. C'est compliqué même à ce niveau-là. Alors ouais, tout voilà, à enfin, fait. c'est vrai que quand on nous demande comment on fait pour trouver des sponsors et quand un pilote de ligue ou, ou autre nous demande comment on fait pour trouver des sponsors, ben, c'est compliqué, même eux ont du mal à trouver des guidons. Donc on peut, mais des fois c'est pas tellement lié au talent, hein. C'est lié à ce qu'on va apporter justement à notre sponsor. Ouais, tout à fait. Puis ce qui est encore plus compliqué pour eux, c'est que ben, souvent, ils sont un petit peu contraints par l'âge. Et c'est que s'ils réussissent pas maintenant, après, il va falloir qu'ils montent à MX1 et c'est encore plus difficile pour faire ses preuves. Exactement. Le niveau est encore plus homogène, c'est encore plus compliqué. Et justement, les MX1, ben,
1-1 pour Erlings. Là, il a pris le large. Encore une fois, et Le large. surtout quand on voit que Kerolis s'est raté. Donc, si je parle des Ouais. résultats, on a Erlings qui gagne devant Tim Geyser et Gauthier Paulin. Donc, c'est facile, Erlings qui gagne les deux manches, Geyser qui fait 2 à chaque manche et Paulin 3 à chaque manche. Donc, voilà, Ouais. là, on peut pas faire plus. Ah, Paulin avait des petits regrets. Il a fait une petite erreur en deuxième manche. Il disait voilà, la deuxième place, il aurait pu l'avoir. Après, par contre, quand on lui pose la question de qu'est-ce qui lui manque par rapport à Erlings, et il répond honnêtement en disant là, il manque tout, quoi. Il faut travailler tout. Il te le dit pas comme ça, tout à fait. Il dit mais il faut que je travaille tous les points. Ouais, après. Parce qu'il a eu la chance de rouler derrière Erlings quand il s'est fait passer quasiment dans le deuxième virage. Il a vu ce que c'était et il s'est dit bon là, il y a vraiment du boulot. Après, on sait très bien comment c'est. Il y a des pilotes qui se sont cassés les dents sur Ricky Carmichael, d'autres sur Jeremy McGrath, d'autres sur Stefan Everts. Ben lui, il est en train de se casser les dents sur Jeffrey Erlings, qui est une petite pépite dans le monde du motocross, qui est quelqu'un qui est encore meilleur que les très très bons. Et c'est compliqué. Je m'imagine sa situation, et sa situation est assez compliquée, je pense. Mais bon, Ouais, tout à fait. voilà, après, Tout à fait. Après, il progresse quand même parce que, il progresse. Je sais pas si c'est ça, mais les résultats sont dans la hausse. Ça fait 2 podiums d'affilée. exactement. Il est 4e du championnat derrière 2 salles. Donc, voilà, ça remonte, c'est bien. J'espère qu'il fera un podium, au moins un podium en fin de saison et qu'il gagnera au moins des grands prix, quoi. Surtout qu'on a vu que Keroli s'est loupé sur cette épreuve. Oui. Alors là, il peut se rapprocher aussi de la deuxième place. On ne sait jamais si Keroli est bien parti en début de championnat. Comme on l'a dit, il reste beaucoup d'épreuves. Pourquoi pas s'il arrive à être sur le podium régulièrement aux alentours de la 2-3e place. Pourquoi pas gagner quelques manches si Erling se rate, pourquoi pas, et on verra ce que ça donne. Mais je pense que le podium est envisageable très clairement, et pourquoi pas une seconde place si Keroli commence à fléchir un petit peu. Ouais, tout à fait. Bon, Blaise, on arrive en fin de show. On n'avait pas préparé de questions du jour, mais moi, je viens d'avoir une idée soudaine. Tu vois, je t'écoutais pas parler et pendant ce temps, j'ai des idées Ça fuse. impressionnantes. T'as vu le mec, il sait tout faire. Non, mais du coup, une question qu'on a reçue, un message privé sur Facebook, et je pense que c'est intéressant. Tu avais fait une vidéo sur les papas de pilotes, et justement, cette question présentée par CBO, comme chaque semaine, les magasins CBO à Toulouse et Agen, ainsi que Eight Racing, Kit Déco. N'hésitez pas à aimer leur page Facebook, à leur poser des questions. Je sais qu'on avait des questions aussi sur les plans de financement qui sont pratiqués là par ces magasins. N'hésitez pas à leur écrire, ils sont disponibles. Et que ce soit sur Facebook, par email, téléphone, ne vous inquiétez pas, ils vous répondront, il n'y a pas de souci, surtout si c'est de notre part. Ouais, exactement, et surtout n'hésitez pas à les appeler plutôt que de nous poser des questions à nous, allez-y. Nous on a fait une vidéo de présentation, mais si c'est pour entrer dans le détail, allez-y avec eux. Tout à fait. Bon, cette fameuse question du jour présentée par CBO, on l'a reçue sur Facebook, donc c'est un papa ou une maman qui nous pose la question. Mon fils de 8 ans roule en 65 très très fort à l'entraînement. Il demande à faire des courses, mais rien à voir en compétition, j'ai l'impression qu'il perd tous ses moyens. Je pense lui faire arrêter les courses, car il n'a pas l'air de prendre du plaisir, mais lui insiste pour continuer. Il me dit que ça lui plaît et qu'il ne sait pas pourquoi il roule comme ça en course. Quoi faire? Arrêter ou continuer les courses? T'en penses quoi, toi, Blaise? Toi qui es papa, en plus. Mais moi qui suis papa, tu sais, c'est compliqué de répondre à ces questions-là. Moi qui suis papa, qui était pilote, et je pense que j'ai eu aussi ces difficultés de bien rouler à l'entraînement et d'être un peu tétanisé lors des courses, on va dire, du championnat de France, ou avec un niveau assez haut. Mais c'est difficile. Alors en 65, 50, 65, il faut pas se prendre la tête, il faut faire à mon avis, ce que le gamin veut. Voilà, faut pas voir en son gamin un champion, faut pas voilà, trop vouloir en faire. Il faut s'adapter à son gamin, essayer de lui donner ce qu'il a envie dans un premier temps, ou ne pas oublier qu'il est là pour le plaisir. Alors c'est bien de poser cette question, hein, justement, on voit qu'on a un papa ou une maman, je sais pas, qui est attentive aux attentes de son gamin et qui veut pas à tout prix le pousser dans la course, même s'il y prend pas du plaisir. Alors voilà, s'il veut continuer sur les courses, même s'il roule moins bien, tant pis, comme je le dis souvent, c'est pas le résultat qui importe, en fait, c'est le fait de prendre du plaisir, et le fait de prendre du plaisir apporte au final un résultat. Souvent, c'est souvent que ça marche comme ça. Ouais, tout à fait. Surtout que là, le gamin demande à y aller, quoi. Il se dit, non, mais moi, les courses, je veux en faire. A priori, voilà, vu comment c'est tourné, c'est pas le papa ou la maman qui le pousse à faire des courses, comme on a pu souvent le voir. Ouais. Là, c'est vraiment un plaisir et il faut que ça le reste. Donc, je vous encourage à toute la famille à aller sur les courses et à pas se prendre la tête. Et il faut
qui se force un petit peu peut-être aussi à rouler comme l'entraînement, à pas regarder, mais pas faire attention à la grille qui tombe, à ses petits copains qui sont à côté. Et voilà, prendre du plaisir comme ça. Oui, et puis s'il termine loin, s'il n'est pas à son niveau, ben c'est pas grave, et il faudra s'entraîner un peu plus, et puis s'entraîner en conditions de course, et puis toujours qu'il prenne du plaisir, mais vraiment le maître mot, c'est de prendre du plaisir, c'est pas se prendre la tête à chercher le podium ou chercher la victoire, surtout en 50 ou en 65, il faut pas se projeter au travers de la réussite de son fils, surtout pas. On l'a trop vu dans les parcs pilotes, on l'a trop vu d'engueulades par rapport à ça, et voilà. Faites en sorte que ça reste vraiment un plaisir, parce que vous avez vu que même des pilotes comme Larrañaga, qui ont un niveau exceptionnel, galèrent à vivre de ce sport. Donc voilà, tournez-le en plaisir, et je pense que c'est la clé pour réussir, ou du moins avoir des meilleurs résultats. Ben voilà, merci Blaise pour cette réponse à la question du jour. On va se laisser, on se dit à la semaine prochaine. Exactement. Et la semaine prochaine, invité de marque encore, on vous le dévoilera un peu plus tard dans la semaine. Et on va enchaîner, vous inquiétez pas, on a une bonne liste d'invités qui ont envie de venir. Ils sont sur le starting block. C'est ça, ils sont sur les starting blocks, ils attendent qu'on les mette à l'affiche sur Facebook, sur notre page, et ils se régalent en plus de répondre à vos questions, donc c'est cool. Et nous, on s'éclate aussi. Ouais. On a la banane, et puis là, c'était cool de faire ça à deux, de répondre aux questions, on est un peu plus proche, on peut prendre un peu plus de temps pour répondre, donc c'est cool. Et ben, on se dit dans une semaine à peu près, ça sera sans doute le lundi. Exactement, ça risque d'être lundi prochain, donc à Lundi très prochain, bientôt tout et le monde. n'oubliez pas. Il risque d'y avoir certainement une vidéo qui va sortir cette semaine, donc soyez attentifs sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme on le dit dans les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. Comme ça, au lieu de Et à poser une cliquer question... sur le petit pouce bleu. Exactement. Au lieu de répondre aux questions, on y répondre dans les vidéos d'une manière un peu plus construite et un peu plus longue. Voilà. Donc à très bientôt tout le monde. Prochaine, Et n'oubliez pas merci. aussi le tirage au sort pour Sign a Poster, tirage au sort pour gagner le week-end VIP, ou si vous pouvez aussi vous l'offrir. Ça on n'en a pas trop parlé, mais il y a une vente aux enchères. Ça c'est plus pour ceux qui ont les moyens. Sinon, loterie pour ceux qui veulent tenter leur chance avec peu de moyens et qui peuvent vivre un week-end exceptionnel. Et toujours pareil, les dons sont reversés sur l'association Sign Up qui s'occupe des personnes handicapées. Donc en plus de ça, on fait une bonne action. Donc profitez-en et voilà, si vous le pouvez, faites-le. Ça marche. Bon, merci Blaise et à la semaine prochaine. Allez, avec plaisir. À la semaine prochaine à tout le monde et bonne soirée. Allez, salut. Salut.